Comme nous l'avons vu, l'ensemble des critiques émises à l'encontre des PPP ont abouti à une réforme de ces contrats par l'adoption de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative au marché public. Cette ordonnance a harmonisé le droit de la commande publique avec le droit communautaire qui considère que les PPP sont des marchés publics. Désormais, le contrat de partenariat devient le marché de partenariat et il est soumis, comme un marché public, aux règles de l'ordonnance, à l'instar de tout autre marché. Cette harmonisation avec le droit communautaire emporte également une conséquence pratique importante. Désormais, les marchés de partenariat entrent dans le champ d'application de l'article 432-14 du Code pénal relatif au délit de favoritisme. Toutes les autres formes de PPP, c'est-à-dire les montages aller-retour et les PPP sectoriels, sont supprimés. Il n'existe plus qu'un seul type de PPP en France, le marché de partenariat. Le nouveau cadre juridique applicable au PPP en France est désormais unifié. Il est contraignant en renforçant le caractère exceptionnel de ce type de contrat, l'ordonnance instaurant de nouvelles contraintes pour recourir au marché de partenariat en réponse au rapport Sueur-Portelli. Désormais, le seul PPP à disposition des personnes publiques est le marché de partenariat. Son objet est défini précisément par l'ordonnance du 23 juillet 2015. Les marchés de partenariat ont pour objet de confier à un opérateur privé une mission globale et en cela, ils présentent l'un des traits caractéristiques des partenariats publics-privés tels que définis plus haut. Il importe de revenir sur chacun des éléments pouvant composer l'objet d'un marché de partenariat, dont certains présentent un caractère obligatoire et d'autres un caractère facultatif. La mission globale doit obligatoirement comporter au moins deux éléments. Tout d'abord, la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l'exercice d'une mission d'intérêt général. Et deuxième élément, tout ou partie du financement. Le premier élément n'appelle pas de commentaire. Sous réserve de contrats purement dédiés aux services, en matière informatique par exemple, qui relèvent de ce que l'ordonnance appelle les biens immatériels, les marchés de partenariat ont en général pour objet la construction d'un ouvrage. L'ordonnance mentionne opportunément qu'il peut s'agir d'une transformation, ce qui englobe la réhabilitation d'ouvrages existants. Le partenaire privé est en outre nécessairement chargé du financement de l'ouvrage, contrairement à l'entrepreneur dans un marché public traditionnel, auquel est interdit, comme on l'a vu, le paiement différé. Auparavant, il était précisé, s'agissant des collectivités territoriales, que le financement définitif d'un projet devait être majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf pour les projets d'un montant supérieur à 40 millions d'euros. Cette restriction a été abandonnée par les nouveaux textes, qui semblent donc autoriser un financement majoritairement public, quel que soit le montant du projet. Pour plus de clarté, il convient de préciser qu'il ne s'agit pas ici à proprement parler d'un financement par le partenaire privé, mais plutôt d'un préfinancement du projet, le partenaire privé étant remboursé à compter de l'achèvement des travaux sur toute la durée du contrat. Ces dispositions ont pour objet de faire échec à la prohibition du paiement différé posée par le Code des marchés publics. En principe, le financement est porté par le partenaire privé pendant toute la phase d'exécution des travaux jusqu'à leur date d'achèvement. L'ordonnance, qui reprend ici une pratique existante, ménage la possibilité pour la personne publique de payer des acomptes ou des avances aux partenaires privés en vue de diminuer le coût d'investissement et le coût du financement. Il est à noter que ne figurent plus parmi les missions obligatoires du marché de partenariat l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages qui ont été relayées au rang de missions facultatives. La suppression de ces tâches peut paraître regrettable, tant la justification de la mise en œuvre d'un tel contrat global repose justement sur la possibilité d'associer dès la phase de conception le futur mainteneur ou exploitant des ouvrages, de façon à appréhender au mieux ces contraintes et à faciliter les interfaces. Cette suppression fait aussi échec au caractère performantiel de ces contrats qui les rend de façon traditionnelle attractifs. Le marché de partenariat sera sous cette forme en réalité plus proche d'un contrat de crédit-bail que d'un contrat global. Cet aspect du PPP est souvent méconnu, à tous les égards, financiers et techniques, alors qu'il constitue l'un des principaux atouts du PPP.
Il permet en effet de sanctuariser des sommes dédiées à l'entretien, la maintenance et le gros entretien-renouvellement d'un ouvrage sur une période longue et de récupérer à la fin du contrat un ouvrage en bon état de fonctionnement eu égard à son âge. L'inclusion de cette mission dans le PPP empêche les acheteurs publics de pouvoir renoncer à ce type de prestations pour faire des économies. Cela permet aux usagers de bénéficier de prestations de qualité sur toute la durée de vie de l'ouvrage. On pense ici à un collège bien chauffé en hiver, avec de l'eau chaude et bien entretenu contre tout acte de vandalisme. Sur ce point, nous soulignons que souvent, le coût élevé des PPP est dénoncé sans que ne soit prise en considération cette composante du marché qui a certes un coût, mais qui correspond à une prestation réelle et qui est source d'économies futures et qui participe à la bonne conservation du patrimoine public. La possibilité de déléguer la conception est une importante dérogation à la loi MOP, mais celle-ci est encadrée. Si le contrat confie au co-contractant tout ou partie de la conception des ouvrages, les dispositions suivantes sont applicables. Parmi les conditions d'exécution du contrat retenues par la personne publique contractante figure l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation. En outre, les offres doivent nécessairement comporter, pour les bâtiments, un projet architectural. Et enfin, parmi les critères d'attribution du contrat figure nécessairement la qualité globale des ouvrages, équipements ou biens immatériels. Par ailleurs, cette délégation peut n'être que partielle et dans ce cas, la personne publique peut elle-même, par dérogation à la loi MOP, faire appel à une équipe de maîtrise d'œuvre pour la partie de la conception qu'elle assume, si elle ne désire pas s'en charger elle-même. En outre, il est possible de confier au co-contractant la gestion d'une mission de service public ou d'autres prestations de services concourant à l'exercice par la personne publique de la mission de service public dont elle est chargée. La possibilité de confier au partenaire la gestion d'une mission de service public est un élément nouveau par rapport aux anciens textes qui se référaient uniquement aux prestations connexes. La question s'était alors posée de savoir si les contrats de partenariat pouvaient, à l'instar des délégations de service public, porter sur une mission de service public. Des réponses divergentes avaient pu être apportées à cette question, qui est donc maintenant tranchée par l'ordonnance, laquelle s'inscrit dans la réforme plus globale des contrats de la commande publique et du droit des concessions. Nous reviendrons sur ce point lorsque nous étudierons plus spécifiquement le régime des concessions de services et de travaux. Les prestations connexes, pour leur part, concernent des activités qui sont du ressort de l'autorité publique co-contractante, mais que celle-ci inclut dans le contrat pour des raisons pratiques. Le partenaire privé recevra une rémunération spécifique pour la réalisation de ces prestations. Il s'agit, par exemple, de services de conciergerie, de restauration ou de nettoyage. Ces missions sont à distinguer des activités annexes visées à l'article 83.2 de l'ordonnance qui sont étrangères au service public dont la personne publique est chargée et qui, à l'inverse, donnent lieu à une minoration du loyer payé par la personne publique. La loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, prévoit que ces dispositions s'appliquent à la réalisation de tous ouvrages de bâtiments ou d'infrastructures, ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation, dont les maîtres d'ouvrage sont l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes privés mentionnés à l'article L64 du Code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations, et les organismes privés d'habitation à loyer modéré, ainsi que les sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif aidés par l'État. Le maître d'ouvrage pour lequel l'ouvrage est construit ne peut se démettre de ce rôle et doit assurer un certain nombre de missions. Notamment, selon l'article 2, il doit s'assurer de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération, il doit déterminer sa localisation, définir le programme, l'enveloppe financière, il doit financer l'opération ou encore conclure les contrats de travaux. En outre, la loi MOP impose la stricte séparation des fonctions d'entrepreneur et de maître d'œuvre qui ne peuvent pas être confiées à la même personne. C'est pour échapper à l'ensemble de ces contraintes, incompatibles avec les caractéristiques des PPP, c'est-à-dire globalité des missions incluant la conception et la construction, conclusion des contrats de travaux par le partenaire privé, que l'ordonnance du 23 juillet 2015, reprenant les termes de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, dispose explicitement
que le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération à réaliser. La loi MOP ne s'applique donc pas aux opérations réalisées sous forme de marché de partenariat. S'agissant plus spécifiquement de la mission de conception, comme il a été vu ci-dessus, celle-ci est donnée aux partenaires privés de façon facultative. L'acheteur peut en effet conserver tout ou partie de la conception de l'ouvrage. Dans ce cas, il peut lui-même, par dérogation à la définition de la mission de base figurant dans la loi MOP, faire appel à une équipe de maîtrise d'œuvre pour la partie de la conception qu'il assume. En tout état de cause, la pratique a montré qu'il était plus optimal, dans une optique de contrat global et d'attente en termes de performance de l'ouvrage, de déléguer la conception aux partenaires privés. À ce titre, on peut citer l'exemple du zoo de Vincennes. Sa réalisation sous forme de contrat de partenariat a échoué une première fois car le Muséum d'histoire naturelle avait souhaité conserver la conception du projet et imposait le projet architectural aux candidats. Cette première procédure avait abouti à la remise d'offres extrêmement coûteuses et dépassant largement le montant prévisionnel envisagé pour le projet. La procédure avait donc été abandonnée pour être reprise, en incluant cette fois-ci la conception dans le périmètre des missions confiées aux partenaires privés.